m'appelle Mehmet Chenal, je suis aujourd'hui journaliste sur France 5 pour une émission qui s'appelle C'est ce soir. Je travaille dans la rédaction et pour la petite anecdote, je suis un alumni de l'Ascenseur. Donc l'Ascenseur qui est ce collectif d'associations qui est engagé pour l'égalité des chances. Je suis alumni de plusieurs associations et donc ça me touche beaucoup que vous ayez pensé à moi pour faire cet entretien-là, surtout avec l'invité qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter rapidement qui est Mitra. Et puis après, on va faire je vais vous poser quelques questions. Alors, Mitra, Hejazipur, vous êtes né en Iran. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, vous me corrigez. J'ai essayé d'être assez succinct et de faire votre biographie en quelques points clés. Donc vous êtes né en Iran, vous découvrez le jeu d'échecs à 4 ans grâce à votre père qui est passionné d'échecs. Vous avez commencé à jouer à 6 ans. En Grèce, vous devenez championne du monde des échecs pour les moins de 10 ans. À 19 ans, vous êtes championne d'Iran, puis championne d'Asie en 2015. Le 25 décembre 2019, votre vie bascule. Au championnat du monde d'échecs à Moscou, vous décidez de ne pas porter le hijab pendant le championnat, alors qu'il est obligatoire pour les joueuses de la République islamique. Depuis 2020, vous êtes exilé en France. En 2023, vous avez obtenu la nationalité française. Vous remportez la médaille d'or au championnat de France d'échecs en 2023. La même année, vous contribuez à apporter à la France la médaille de bronze au championnat d'Europe et au championnat du monde par équipe d'échecs. Vous avez aussi reçu le titre de grand maître international féminin, donc ce qui est la plus grande distinction pour un ou une joueuse d'échecs. Juste en dessous, je crois, le titre de champion du monde. Mais aujourd'hui, plus que la championne, on va essayer d'en savoir plus sur la femme franco-iranienne que vous êtes, sur votre parcours. Vous qui avez eu le courage de laisser tomber tout ce que vous aviez construit en Iran pour un combat politique qui est plus grand que votre carrière professionnelle. J'ai une première question à vous poser. Il y a 2 jours, je crois, l'ayatollah Khamenei a été assassiné, a été tué par une frappe israélo-américaine. Et je vous ai un peu stalké sur vos réseaux sociaux pour préparer l'émission. J'ai vu que vous aviez mis en story « Plus beau jour de ma vie » ou « Plus beau jour de la vie ». Pourquoi ? De quoi cet homme était le symbole à vos yeux ? Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci d'être venu. Je suis très ravie d'être ici parmi vous. Oui, effectivement, j'ai partagé ce story parce que, en fait, ce week-end, Khamenei a été tué par la frappe israélien-américain. Cet homme était un dictateur, que ça faisait 47 ans. Il était le guide suprême de ce régime islamique qui tuait, ça fait 47 ans, qu'il tue le peuple iranien. Qu'ils ont emprisonné les jeunes arbitrairement, qu'ils ont torturé beaucoup de nos jeunes. Et aussi, en fait, tout ce qui s'est passé en Iran, en fait, tous ces crimes qu'ils ont faits contre le peuple iranien, c'était le responsable de tout ça, c'était Ali Khamenei. Et aussi, en fait, une nouvelle vague de protestation qui a commencé depuis le 28 décembre. Ils ont tué plus de 40 000 personnes seulement en 2 jours, ce qui est sans précédent. C'est un crime contre l'humanité. Et puis, on avoue, après commencé la guerre, qu'ils ont attaqué à 10 pays de manière arbitrairement. Donc, la vie des gens ne vaut rien aux yeux du régime islamique. Donc, tout ça, c'est le responsable de tout ça, c'est le guide suprême. Et puis, il y a les gens qui sont fidèles envers ce régime aussi, ils sont les responsables. Mais pour nous, c'est un jour historique parce que finalement, on a une vraie chance pour renverser le régime parce que le guide suprême Ali Khamenei était la tête de serpent et finalement il a été éliminé, mais nous avons vraiment une vraie chance pour aller vers la démocratie, pour renverser ce régime et pour reconstruire nos pays, pour aller vers la prospérité, vers le progrès, la liberté, l'émancipation, laïcité et toutes les valeurs qui sont vraiment basiques aujourd'hui dans les pays démocratiques.
Et comment vous vivez en tant que déraciné, personnellement, ce qui est en train de se passer depuis quelques jours dans votre pays? Est-ce que vous êtes enthousiaste? Est-ce que vous avez peur aussi pour vos concitoyens? Comment vous vivez en ce moment ce qui se passe depuis quelques jours? Ouais, effectivement, c'était très dur parce que moi, je suis loin de tout ce qui se passe dans mon pays natal et je ne peux pas faire grand-chose. Par exemple, ils ont coupé l'Internet pendant une quinzaine de jours. J'avais pas de nouvelles de mes proches et de mes amis. Donc, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Ils étaient en train de tuer les gens à huis clos. Donc, c'était très dur de vivre tout ça ici, mais en même temps, c'est une grande responsabilité parce qu'à ces moments difficiles que la voix du peuple iranien est coupée, nous sommes les diasporas, les Iraniens à l'étranger, nous sommes les responsables pour passer les messages, pour être la voix du peuple iranien. Et finalement, on a réussi à convaincre la communauté internationale pour aider les Iraniens. On a vu que les États-Unis ont attaqué l'Iran. Il faut le voir comme un acte de libération pour libérer le pays, pour renverser le régime. Comme Trump a dit, c'est pour vraiment renverser le régime. C'était une aide humanitaire face à ce régime criminel. Donc pour moi, c'était dur de vivre tout ça d'ici, mais j'essaie de relayer les informations, d'être la voix de mon peuple. Parce qu'en même temps, le réseau de manipulation de régime est assez actif, même dans les pays européens et dans les pays occidentaux. Donc nous sommes responsables que la revendication du peuple iranien ne soit pas manipulée et ne pas changer ce qu'ils veulent. Donc c'est une grande responsabilité en même temps. Si vous permettez, on va revenir quelques années en arrière. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Mitra a écrit ce livre, La joueuse d'échecs. Donc c'est un récit et le récit commence par ce jour, le 25 décembre 2019. Donc c'est les championnats du monde d'échecs à Moscou. Et vous décidez d'enlever votre hijab en contestation au régime. Et la question que je voulais vous poser, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui vous a poussé à prendre cette décision et comment vous avez vécu ce moment? Bon, effectivement, en fait, toutes ces politiques en Iran, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on porte, c'est politique. Si on gardait le silence aussi, c'est un acte politique. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec le régime. Donc, ça faisait des années que j'étais convaincue que ce régime est criminel, qui sont en train de tuer les gens, emprisonner les gens et de voler nos vies. J'étais convaincue pour ça, mais je ne trouvais pas une occasion parfaite pour montrer mon opposition. Mais finalement, j'ai trouvé que cet événement, le championnat du monde, c'était un événement assez important pour faire passer mon message, de parler des femmes iraniennes, pour nos situations face à ce régime. Donc, enlever le hijab, c'était un instrument, c'était un moyen de manifester contre ce régime, contre un paquet que ce régime a présenté, les lois misogynes et aussi c'est la répression et aussi le langage répressif que ça fait 47 ans, ils sont en train d'étouffer tous les moindres de mouvements. Donc c'était un moyen de contester contre ce régime. Et à ce jour-là, j'étais effectivement stressée, mais j'étais déterminée aussi parce que c'était quelque chose de nécessaire. Sinon, c'est comme si j'étais d'accord avec ce régime. Et en fait, ils utilisent les personnages sportifs, les célébrités, les actrices, les acteurs, ils utilisent ces gens-là pour propager leur propagande. C'était important de ne pas être instrumentalisé. Oui, parce que par exemple, à 10 ans, lorsque vous remportez les championnats du monde pour les moins de 10 ans, on vous avait obligé à porter le voile aussi, c'est ça? Tout à fait. Quand je représentais mon pays, je représentais également le régime islamique parce que le régime islamique est au pouvoir. Donc, on était obligé de suivre toutes les lois obligatoires, de porter le voile, de suivre les règles islamiques, d'être fidèle envers le régime et de faire les interviews obligatoires. Tout ça, c'était obligatoire, oui. Et juste peut-être pour que vous puissiez prendre la mesure du courage que son acte a impliqué, vous écrivez dans votre livre « Quelques heures plus tôt, on m'avait menacé de mettre un terme
à ma carrière professionnelle, à moi d'en assumer les conséquences. Et un peu plus loin, vous dites, je connaissais ces méthodes en parlant du régime, culpabilisation, menace, torture psychologique, visant à étouffer toute révolte individuelle. Je voulais vous demander aussi, qu'est-ce que ça vous a fait quand 3 ans plus tard, donc Jina Mahsa Amini, une de vos compatriotes kurdes iraniennes, a été tuée pour un port du voile non réglementaire. Qu'est-ce que ça vous a fait 3 ans après? D'abord, pour les choses que vous avez mentionnées, effectivement, c'est leur système que ça fonctionne comme ça. D'abord, ils sont très calmes et tranquilles, ils vous proposent les choses et puis ils commencent à menacer. Et leur système, ça fonctionne comme ça aussi. Ils mettent vous contre votre collègue, votre compatriote. Donc, c'est comme si j'étais coupable s'ils fermaient la fédération des cheikhs iraniens ou quelque chose comme ça. Donc, ce sont leurs méthodes qui est très connue. Ça fonctionne comme ça, leur système. Est-ce que vos compatriotes qui faisaient partie de votre équipe, de la délégation, est-ce qu'ils comprenaient votre décision? Est-ce qu'on... Des collègues de la sélection iranienne, est-ce qu'on vous a critiqué? Est-ce qu'on vous a soutenu? Comment vous... À l'époque, l'ambiance était complètement différente. Donc, si vous me soutenez, ça voulait dire qu'ils ne pouvaient pas jouer pour l'équipe nationale et toutes les conséquences. Ce n'est pas quelque chose de facile et on doit vraiment mûrement réfléchir avant pour faire ce genre de choses parce que pour moi, les conséquences étaient graves. Je ne pouvais pas y retourner dans mon pays natal. Donc, il fallait, pour eux, je comprends si on ne m'a pas soutenu. À l'époque, l'ambiance était complètement différente. Okay. Et pour Jina Mahsa Amini, oui, en 2022, cette fille de 22 ans, elle a été détenue. Elle était tuée par le régime, par la police de Morse. C'était quelque chose, effectivement, c'était très triste et qui a bouleversé, a secoué complètement le pays. Et le mouvement Femmes et Liberté a commencé. Et finalement, c'était la première fois que les femmes les femmes iraniennes ont osé de parler de toutes leurs expériences qu'elles ont vécues en Iran, toutes les répressions qu'elles ont subies. Finalement, c'est la première fois qu'elles ont osé de parler de toutes ces expériences. Donc, le mouvement Femmes et Liberté était une sorte de révolution culturelle pour les Iraniens qui était nécessaire, essentielle. Et puis, ça a été étouffé par le régime comme tous les autres mouvements. Et c'était très triste, mais ça a complètement... c'était une révolution culturelle, comme je ne peux pas vraiment exprimer ça d'autrement parce que c'était une révolution culturelle. Ça a changé complètement l'esprit des gens et on voyait les hommes et les femmes à côté, même si les femmes étaient en avant, mais finalement c'était quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment la continuité de tous les mouvements précédents qu'on voit aujourd'hui, que le peuple iranien a rejeté complètement le régime, qu'on ne veut plus la République islamique. Finalement, on est arrivé à cet stade-là. Mais est-ce que le mouvement Femmes Vie Liberté en 2022, est-ce qu'en quelque sorte, ça vous a renforcé dans la décision que vous aviez prise en 2019 ? Le fait que vous ayez décidé de... Puisque le voile en Iran, c'est un voile d'État, c'est un voile qui est un instrument du régime. Est-ce que ce mouvement émancipateur en 2022, est-ce que ça a donné plus de sens ou plus de force à ce que vous aviez fait en 2019 lors des championnats du monde ? Effectivement, mon acte en 2019, c'était une manifestation contre le régime. Et en fait, en 2022 aussi, le mouvement Femmes et Liberté, c'était pas que contre le voile, c'était contre le régime, en fait, pour contester le régime. En fait, les Iraniens ont utilisé toujours tous les moyens. Des fois, il y a des au milieu de conservateurs entre les bazaris, ils utilisent quelque chose. Et les femmes aussi, elles utilisent le hijab c'est un moyen de contester contre le régime. C'est pas que contre le voile. Il faut pas le voir que contre le voile. Donc, oui, effectivement, c'était dans la continuité de
ce que j'ai fait aussi. Donc j'étais contente que pour moi c'était un rêve de voir les femmes qui ont levé le voile, qui brûlaient leur voile. C'était pas, j'insiste que c'est pas que contre le voile, mais cette liberté, oser exprimer cette liberté, c'est quelque chose d'important qui est arrivé en Iran. Et puis aujourd'hui, on a compris que on ne veut plus la République islamique. On doit changer le régime et on doit passer vers un système démocratique. On ne veut plus le régime théocratique. Tout ça, c'était important, oui. Sur votre rapport aux échecs, vous écrivez au début de votre livre « Depuis l'enfance, je m'étais habitué à la pression de ces instants. C'est dans les tournois internationaux d'échecs que j'avais grandi, que j'étais devenu adulte, y sacrifiant ma jeunesse. » Et du coup, je voulais vous demander comment vous avez vécu votre enfance, votre adolescence, notamment ce sacrifice de votre jeunesse pour les échecs. Tout à fait, j'ai sacrifié beaucoup pour le jeu d'échecs. J'ai sacrifié, je peux dire, ma jeunesse et mon enfance pendant tous ces moments que toutes les autres petites filles jouaient ensemble. Moi, j'étais en train de jouer aux échecs. J'ai participé dans les séances d'entraînement. Je me préparais pour les tournois. J'ai raté tous les mariages, tous les anniversaires, tout ce qui faisait partie de mon enfance. Je l'ai sacrifié, effectivement. Mais en même temps, ça m'a donné les avantages aussi. Mon enfance était un peu extraordinaire parce que je pouvais voyager dans le monde entier. Je pouvais rencontrer différentes cultures malgré que j'étais très petite. J'avais pas... Mon premier voyage était à l'âge de 8 ans. Donc ça m'a permis de voyager, de comprendre les choses, de voir l'extérieur de l'Iran. Parce qu'à l'époque, c'était quelque chose d'important. L'Iran était isolé, on n'avait pas accès vraiment à le monde libre. On avait l'Internet et tout, mais tout était censuré, on était isolé. À l'époque, c'était quelque chose d'important de voyager, de voir le monde entier. Et puis, j'avais l'indépendance financière aussi. Quand j'avais seulement 11 ans, comme je raconte dans mon livre aussi, j'ai gagné un prix qui était énorme à mon âge. 1 kilo d'or, pour un enfant de 11 ans, 12 ans, c'était quelque chose d'important. Et je suis devenue une fille très connue en Iran, la meilleure athlète de l'année. C'était quelque chose d'important. Donc j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, j'ai sacrifié beaucoup de choses de ma vie. Vous l'avez dit, vous avez fait face à une grande pression en jouant aux échecs. Dans le livre, vous évoquez les conflits et l'angoisse qui peuvent vulnérabiliser un joueur. Et lorsque vous mettez en perspective cette pression que vous avez eue en jouant avec la pression avec laquelle vous avez dû vivre en vous opposant au régime, laquelle de ces pressions a été la plus difficile à supporter pour vous? Effectivement, ma vie était très dure. Quand je jouais aux échecs, pendant mes parties, c'était dur. Et sur le régime islamique aussi, c'était dur. Je ne peux pas les comparer, quel est le plus dur. Mais en même temps, j'ai adoré beaucoup le jeu d'échecs. Quand je commençais à jouer, j'oubliais tout ce qui était autour de moi-même. Pour moi, c'était un outil d'émancipation également. Et quand je gagnais, ce sentiment de gagner quelque chose, ça donnait un sens à ma vie aussi. Donc, ça m'a donné quelque chose d'extraordinaire aussi. Mais en même temps, c'était dur parce que je parle de ces moments difficiles quand vous êtes seul devant l'échiquier. Vous êtes seul, responsable à toutes ces pièces et vous devez gagner la partie. Pendant 5 heures, 6 heures, vous ne pouvez pas parler avec les autres. C'est des moments de solitude qui sont très difficiles. Mais en même temps, c'est quelque chose d'incroyable aussi. C'est un jeu très vaste que vous apprenez beaucoup. Vous apprenez la stratégie, d'avoir l'objectif, gérer le temps, plein de choses qui sont vraiment pratiques pendant la vie. Et puis vivre sous ce régime, c'était difficile, mais on trouvait toujours un moyen de survivre. Moi, comme les autres Iraniens, j'ai appris de développer une double vie, de vivre en cachette
librement et de vivre autrement publiquement pour avoir une vie tranquille. Mais cette double vie, des fois, ça me troublait parce que c'est comme une sorte d'hypocrisie aussi, ça détruit votre caractère aussi. À un moment que j'ai compris que non, je ne peux plus. Donc je ne peux pas les comparer, c'était difficile, mais tous les deux, c'était pas facile. Et comment vous avez appris à gérer et à vivre avec la pression? Très naturellement, parce que j'étais obligée, je pense. Gérer le stress, c'était quelque chose que j'ai appris naturellement parce que depuis mon enfance, quand je joue aux échecs, j'ai appris les petites méthodes de me garder tranquille, d'avoir moins de stress. Mais j'ai lu les livres aussi, j'ai suivi les séances psychologiques pour avoir mon mental pour gérer le stress, parce que le jeu d'échecs c'est stressant aussi des fois dans certaines parties quand vous êtes en note, quand la partie est importante, c'est très compétitif. Donc gérer le stress, ça m'est venu un peu naturellement, mais j'ai appris aussi en même temps. Et depuis que vous êtes exilé en France, je crois en 2020, et avec le symbole que vous avez été dans le monde en vous opposant au régime, est-ce que vous avez craint, est-ce que vous craignez toujours d'être potentiellement une cible pour le régime, même si vous êtes à l'étranger? Est-ce que c'est une crainte avec laquelle vous vivez ou vous vous sentez totalement en sécurité ici? Moi, tous les actes que je fais, je suis consciente que c'est un peu risqué, surtout quand plus que je fais les activités, plus que le régime est en danger. Je vois qu'ils font arbitrairement les menaces et ils font tout pour survivre. Je pense que si ce régime reste au pouvoir, c'est un danger pour le monde entier. C'est pas seulement pour moi, mais ils sont vraiment un danger mondial parce que ils sont un groupe de terroristes, ils financent les groupes de terroristes. Tous les problèmes dans le Moyen-Orient, ça vient d'eux. Ils ont un réseau d'influence, de manipulation en Europe, dans les pays occidentaux aussi. Donc, ils sont vraiment un cancer qu'il faut les enlever, il faut le tuer. Donc, c'est pas que pour moi, mais je suis consciente de tout ce que je fais et les conséquences, je l'assume. Mais j'ai pas peur, je peux pas dire que j'ai pas peur, mais c'est quand même je suis consciente. À la fin de votre livre, vous évoquez votre rapport à la France. Vous écrivez « L'exil si rude a-t-il été m'a donné la chance de renaître dans un pays de justice et de liberté ». Quel est votre rapport à la France? Ouais, effectivement, moi j'adore la France. C'est pour ça que je vis ici. J'ai choisi la France pour vivre. Donc, depuis mon enfance, j'aimais beaucoup la France, j'aimais beaucoup la littérature. J'ai rêvé toujours de vivre à Paris, cette belle ville. Et pour moi, la France était les valeurs de la France comme laïcité, la liberté. Pour moi, c'était un symbole de laïcité, liberté. Ce genre de choses, pour moi, c'était important. Donc, et le langage aussi, la langue aussi, la langue française, moi, j'aimais toujours d'apprendre cette langue. J'avais beaucoup de raisons pour vivre en France, pour choisir la France. Et en même temps, la France m'a donné beaucoup aussi. On m'a accueilli très bien. Je dois beaucoup à la France aussi. C'est mon pays d'adoption. Ah, c'était ma question juste après. Ah bon. Est-ce que la France est devenue votre pays d'adoption? Oui, effectivement. C'est mon pays d'adoption que j'ai pu reconstruire ma vie ici, que j'ai retrouvé ma liberté et j'ai cette liberté d'expression que je peux faire toutes ces activités, je peux être contre le régime, je peux l'exprimer librement, alors que si j'étais en Iran, je pouvais condamner à mort. Peut-être une toute dernière question avant de prendre les vôtres si vous en avez. Je l'ai dit au début de notre échange, vous avez eu un rôle décisif pour apporter à la France des médailles aux championnats d'Europe et aux championnats du monde. Est-ce que c'était aussi une manière pour vous de rendre à la France ce qu'elle a pu vous donner? Oui, effectivement, quand on m'a donné la nationalité française, une fois que je suis devenue française, j'étais très fière et je voulais
contribué aussi, de montrer que, pour montrer mon amour, mon admiration et aussi mon remerciement envers la France aussi. J'ai fait mon mieux pour jouer, pour gagner la médaille aussi. Je suis très ravie que ça a marché, qu'on a pu avoir ces médailles historiques qui étaient un résultat historique pour l'équipe féminine également. J'avais eu la chance, oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vas-y, Adam. Merci beaucoup pour votre témoignage, tout d'abord. Si je vais compris, vous avez commencé l'échec très tôt. Et moi, ma question, c'est à quel moment vous vous êtes dit que l'échec, ça peut être plus qu'une passion, mais un métier, un projet de vie, enfin quelque chose auquel vous pouvez en vivre. Parce que il y a plein de, que ce soit l'échec ou un instrument ou d'autres passions, on ne se dit pas tout de suite on peut en vivre. Et finalement, vous en vivez aujourd'hui. Donc, ça a été quoi le déclic? En plus, ça a été très tôt quand même. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, j'ai découvert le jeu d'échecs à l'âge de 4 ans et mon premier tournoi international, c'était à l'âge de 6 ans. J'ai gagné une médaille, on m'a donné une valise aussi en tant que la joueuse la plus petite. Et quand j'avais 8 ans, j'ai été vice-championne du monde. Donc, une fois que j'ai pu obtenir les médailles internationales, j'ai pu gagner. En fait, on m'a donné les prix. J'étais bien récompensée parce que en fait, le sport, le jeu d'échecs aussi, ça compte comme un sport. C'est très politique, donc les personnages sportifs, les sportifs sont bien payés, bien récompensés. Donc très tôt, je pouvais gagner les prix assez extraordinaires, même si j'étais très petite. Puis moi, je ne me rendais pas compte forcément que c'est ma carrière. Mais en grandissant, j'ai compris que par rapport aux les autres filles qui étaient dans ma classe à l'école, j'ai compris que j'ai indépendance financière, j'ai pu participer dans les décisions importantes de ma famille, j'ai pu compris que c'est différent. Du coup, j'ai rendu compte que c'est ma carrière quand même, je gagne ma vie de ça et tout ce que j'ai, c'est grâce à ce que je fais. Donc c'est là que j'ai compris que c'est ma carrière. Mais en fait, je pense qu'avant que ça devienne ma carrière, j'admirais beaucoup le jeu d'échecs. Une fois que c'est devenu comme ma carrière, je pense que ça a diminué mon admiration envers le jeu d'échecs. Voilà. D'autres questions? Je vous en prie. Moi, j'ai lu Persépolis de Marjane Satrapi et il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est que Roménie si je ne me trompe pas, est arrivé au pouvoir suite à une révolution, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous n'avez pas peur, du coup, comme c'est un climat qui fait un peu écho, que ça, pas que ça recommence, mais de vous retrouver dans un système un peu similaire? En fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, la revendication du peuple iranien, c'est de renverser le régime islamique et de passer vers un système démocratique. Donc, tout ce qu'on fait, tous ces efforts, c'est pour débarrasser à tout ce qu'on a vécu après la révolution. Ça fait 47 ans. Donc, aujourd'hui, nous avons un leader légitime que les Iraniens ont choisi, Reza Pahlavi. Donc, lui, il est un démocrate, il a un nom très démocrate et il cherche pour instaurer un système démocratique. Et puis, on aura l'élection pour choisir le système de futur. Donc, le plan d'action qui est en face de nous, c'est vraiment montre un avenir vers la démocratie. En tout cas, nous sommes en quête de cette démocratie. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour débarrasser ce régime. Donc, on ne va pas laisser d'avoir un système similaire, ce n'est pas possible. En tout cas, le peuple iranien ne permettront pas qu'un système similaire monte, parce que nous n'avons pas donné 40 000 jeunes, 40 000 personnes ne sont pas morts pour ça. Vous voyez, c'est fini, ça ne va pas arriver en nouveau. Et j'ai une deuxième question qui n'a rien à voir et qui est un peu plus... Moi, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi les échecs, c'était une discipline sportive.
parce que pour moi, le sport, on bouge son corps. Alors, je dis pas que vous bougez pas, c'est pas ce que je dis. Mais pour moi, c'était, c'est un petit peu plus voyant. Est-ce que, pourquoi, d'après vous, les échecs, c'est plus une discipline sportive que intellectuelle? Je dis pas qu'il faut forcément les classer et que l'un est moins bien que l'autre, mais du coup, est-ce que, vous pouvez peut-être... Oui, effectivement, j'ai entendu beaucoup. Moi, personnellement, je pense que c'est un sport parce que ça demande les efforts avant les tournois, les préparations physiques avant le tournoi. Parce que pour tolérer 5 heures, 6 heures devant l'échiquier et d'être en forme, de prendre les bonnes décisions, il faut être en forme physiquement. Donc, il faut faire les préparations physiques avant les tournois. Et puis, pendant le tournoi aussi, la charge mentale et aussi physiquement, ça vous implique beaucoup. Des fois, moi, quand je joue, je vois que mon corps bat tellement fort que si je fais avant les tournois, je fais les bonnes préparations physiques, j'ai moins de ce problème. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un sport. Après, c'est vrai qu'on ne bouge pas, on ne fait pas les mouvements physiques pendant les parties, mais en fait, c'est classé en tant que sport mondialement, dans tout le monde entier. Donc, oui, on ne bouge pas, mais... Mais à l'intérieur, ça bouge beaucoup. À l'intérieur, ça bouge beaucoup. D'autres questions? Je vous en prie. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la qualité, selon vous, qui a été le plus déterminant pour réussir à atteindre cette carrière? Est-ce que c'est le fait que vous soyez plus entraîné que les autres, ou bien la patience, ou votre qualité? Moi, je pense que la patience, ça joue un rôle essentiel, parce que sans patience, sans cette admiration pour le jeu, vous ne pouvez pas du tout tolérer longtemps devant l'échiquier. Ça, c'est pas du tout possible. Ce qui est le cas de ma sœur. Elle a quitté très tôt le jeu d'échecs parce qu'elle ne pouvait pas tenir devant l'échiquier très longtemps. Donc, la première chose, c'est la patience. Mais deuxième, je trouve que cet esprit d'être compétitif, c'est important. Parce que le jeu d'échecs, on joue pour gagner aussi. Donc, pour avoir du succès dans ce domaine, il faut être compétitif aussi. Mais ça demande beaucoup de travail également pour avoir le titre grand maître. On a besoin des entraînements, des heures et des heures, des années, 10 ans, 11 ans, 20 ans. Vous voyez, c'est vraiment une carrière. Vous devez consacrer, oui, donc c'est patience, d'être compétitif, et voilà, je pense que c'est tout, oui. Il y a plein de qualités, mais je pense que les essentiels sont ces deux-là. En lien avec cette question, est-ce que vous pourriez nous dire comment la manière dont votre père vous a transmis la passion des échecs, comment ça s'est passé? Moi, la première fois que j'ai découvert le jeu d'échecs, je ne savais pas du tout jouer aux échecs. Moi, j'étais à côté, je regardais ces parties avec ma soeur et on jouait avec les pièces qui sortaient de l'échiquier. Mais petit à petit, j'ai compris que c'était important pour mon père. Il était passionné pour le jeu. Ça faisait des heures, par exemple, quand il jouait, des heures et des heures, il regardait. C'est comme si il regardait une émission de la télé. Donc, il était énervé. C'était important pour lui. Donc, ça m'a encouragée aussi pour apprendre ce jeu. Mais je pense que une fois que j'ai pu gagner contre mon père aussi, j'allais souvent dans les parcs, je jouais contre les vieux monsieur et je pouvais gagner, les gens m'encourageaient, les vieux monsieur autour de moi-même. Ça m'encourageait. Quand je gagnais, ils m'encourageaient. Donc c'était naturellement, enfin, il m'a transmis cette passion. Et c'est à quel âge que vous avez gagné la première fois contre votre père? Je pense que c'était 6 ans, oui. J'avais pas encore 6 ans, mais début de 6 ans. Jérémy, je t'en prie. Aujourd'hui, quand on regarde les participants à des tournois d'échecs, même les joueurs inscrits dans des fédérations, c'est essentiellement des hommes, malheureusement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes qui se mettent à jouer à ce jeu?
Oui, effectivement, la domaine, c'est très masculin. C'est dominé vraiment par les hommes parce que historiquement, les femmes sont entrées dans le jeu d'échecs avec un retard immense. Donc, ce décalage, ça se voit encore, même si on est en train de travailler et ça a amélioré récemment. Aujourd'hui, le nombre de femmes, ça a augmenté beaucoup par rapport aux années précédentes. Mais encore, nous sommes vraiment très peu. Le nombre de femmes qui jouent aux échecs sont vraiment 10% dans le monde entier qui jouent aux échecs. On n'est pas nombreuses. Je trouve que l'environnement, ce n'est pas très accueillant, forcément dans les clubs, dans la fédération, dans les compétitions. Et puis, il faut travailler aussi sur l'aspect mental aussi, parce que les joueuses, les petites filles, elles doivent rendre compte elles sont capables de gagner, contre les garçons, elles n'ont pas les différences par rapport aux garçons. Et puis c'est pour ça que nous avons créé ensemble avec mon mari une association qui s'appelle les Chevaleresses de l'échiquier pour soutenir les joueuses d'échecs françaises, pour développer ce jeu et aussi pour développer les échecs féminins. Donc notre association, notre mission, c'est d'augmenter le nombre de femmes aussi pour soutenir les joueuses. On a compris que ça manque la structure pour accompagner les joueurs aux échecs. C'est pour ça que nous avons créé cette association. On donne les bourses, les prix, on fait les accompagnements ciblés. Donc ce genre de travail, c'est nécessaire pour avoir beaucoup plus de femmes, dans le jeu d'échecs. Je vous en prie, vous aviez... Peut-être on peut prendre encore une ou deux questions, ça va? Oui, bien Ok. sûr. J'avais la même question, monsieur. Ok. Vas-y, Adam. Moi, j'ai deux questions. Quatre. La première, c'est est-ce que vous avez un prochain objectif, et si oui, lequel? Et le deuxième, c'est un peu personnel, c'est moi qui n'ai jamais joué à l'échec. Comment vous pourrez me convaincre de jouer? Jamais joué. Et ça me tente pas tellement. Mon prochain objectif quand j'étais championne d'Asie, ça serait devenir championne d'Europe, mais c'est vrai, avec tout ce que je fais à côté, ça me perturbe, avec les actualités en Iran aussi. Mais mon prochain objectif, ça sera devenir championne d'Europe. Et pour vous convaincre, c'est pas facile, mais je trouve que, en fait, pour moi, le jeu d'échecs, ça m'a permis d'une sorte de maturité, de réfléchir différemment, de se poser les bonnes questions. Parce que le jeu d'échecs, ça contient en fait de régler les problèmes, de résoudre les problèmes, de se poser les bonnes questions. En fait, ça pose sur ça, sur la stratégie. Donc, pour moi, ça me permet de réfléchir et de voir le monde de manière différente. Mais après, il faut vraiment apprendre le jeu et de le découvrir petit à petit pour avoir cet aspect. Ça demande de travail, ça demande de consacrer le temps. Mais pour moi, ça a changé complètement ma vie personnellement. Et si vous me permettez, je vais juste lire un petit extrait à la fin de votre livre. Dans l'épilogue, vous écrivez, pardon, et je tiens à préciser qu'elle écrit ça avant ce qui est en train de se passer ces derniers jours. C'est sorti en janvier, votre livre, c'est ça? Oui. Ouais. Je m'efforce toujours de réconcilier le monde où je vis et celui d'où j'ai fui. Ma langue, mes racines, mes essences sont iraniennes. Un fragment de mon âme est resté là-bas. L'Iran est une terre brûlée, blessée, dispersée et pourtant toujours debout. Le régime islamique criminel l'a mené au bord du gouffre. Ses dirigeants, tels des vautours, planent au-dessus de la patrie et à chaque innocence qui périt, font résonner les cloches de la mort et de la haine. Depuis des années, l'Iran et les Iraniens scrutent le ciel, assoiffés d'espoir. Et pourtant, je le sens de toutes mes forces, l'aube approche. J'ai la conviction profonde que plus que jamais, le régime islamique touche à sa fin. Il vacille au bord du précipice. Même sous la pluie de missiles et les ruines de la guerre,
Une lueur d'espérance palpite dans le cœur de chaque Iranien. Ce pays magnifique retrouvera son chemin, un chemin qui passera par la réconciliation avec l'Occident et l'affranchissement de l'idéologie islamique. Après cette nuit de ténèbres, l'Iran redeviendra une terre de prospérité, de liberté et de joie. Voilà. Voilà le bouquin de Mitra, la joueuse d'échecs, de Téhéran à Paris, La liberté au bout de l'échiquier, c'est aux éditions Albin Michel. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci à vous également.